L'autre soir, alors que j'étais à deux doigts de résoudre une énigme, j'ai reçu un appel étrange. On me demandait à l'Institut polonais pour une affaire de la plus haute importance. À l'Institut polonais. Parfait. Eh bien écoutez, je vous dis à demain alors. Merci. Au revoir. Le jour même, je me mis à faire des recherches sur les 3 mathématiciens polonais. Marian Adam Rejewski, il est à l'origine de la première attaque cryptanalytique sur la machine de chiffrement Enigma au début des années 1930. Les réalisations de Rejewski et de ses collègues cryptologues Jerzy Rudzycki et Henryk Zygalski permettent aux Britanniques de commencer à lire les messages chiffrés en allemand passant par Enigma au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de poursuivre mon enquête, il fallait que je comprenne le fonctionnement de la machine Enigma. Et pour cela, je décidai de faire appel à un spécialiste, Philippe Guillot, maître de conférences chargé de cours de cryptologie et d'histoire de la cryptologie. Donc la machine Enigma, son fonctionnement, faut imaginer donc un clavier de machine à écrire avec un dispositif d'affichage. Donc dans le cas de la machine, c'est un tableau d'ampoule. Et donc en appuyant sur une touche du clavier, on va allumer une ampoule. Et ce système de connexion électrique est désordonné, d'une part. Donc la lettre actionnée ne correspond pas à la lettre affichée. Cette correspondance évolue à chaque lettre actionnée avec un système de tambour rotatif qu'on appelle des rotors. Le passage du courant électrique va traverser les 3 rotors qui va tourner et qui va donc changer la connexion entre les lettres du clavier et les lettres affichées sur le dispositif d'affichage. Donc au bout de la ligne, il y a un opérateur qui reçoit le cryptogramme et il va faire exactement la même chose. Au lieu de taper les lettres du message, il va taper les lettres du cryptogramme et ce qui va s'allumer, c'est les lettres du message en clair. Par contre, ce qu'on appelle décrypter, c'est retrouver le sens des messages sans connaissance ni de la machine ni de la clé. Et c'est cet exploit que vont mener les mathématiciens polonais pendant la décennie 1932-1942. En poursuivant mes recherches, je découvre que c'est Arthur Scherbius, ingénieur allemand, qui est le premier à commercialiser la machine dans les années 20, après l'avoir brevetée. Initialement prévue pour le marché civil, c'est l'armée allemande qui généralise son utilisation, au moment où Hitler entreprend le réarmement de l'Allemagne, en violation du traité de Versailles. Mais pourquoi et comment les Polonais en sont venus à s'y intéresser? Pour y répondre, je rencontre Marie-Josée Durand-Richard, historienne des mathématiques. Ce qu'il faut voir, c'est que l'État polonais est reconnu par le traité de Versailles en 1919, mais que les frontières ne sont pas encore tout à fait bien reconnues ou bien stables. Donc il va y avoir d'un côté, à l'Est, la guerre entre la Pologne et la Russie soviétique dans les années 20, où à ce moment-là, le service de renseignement polonais fait déjà travailler des mathématiciens. Il y a une grande école de mathématiques en Pologne à cette époque-là, et on va trouver parmi les cryptanalystes Mazurkiewicz, Sierpiński et Leniewski, qui sont des mathématiciens reconnus aujourd'hui internationalement. Donc le service de renseignement polonais a installé à Poznań un service d'écoute depuis 1919. Et comme les chiffrements à l'époque sont pas très compliqués, ils arrivent en gros à décrypter un certain nombre de messages. Et puis en 1926, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus rien faire au niveau du décryptement. Donc il s'est passé quelque chose. C'est le fait que l'armée allemande a adopté déjà en 1926 la machine Enigma. Et c'est un événement inattendu qui va les mettre sur cette piste. En 1929, ils interceptent une machine Enigma envoyée de Berlin à Varsovie, qui aurait dû passer par la valise diplomatique. Cette erreur permet au service polonais d'en examiner le contenu. Même s'il ne s'agit que d'une version commerciale a priori assez anodine, la machine confirme que les Allemands utilisent Enigma pour chiffrer leurs messages essentiels. Donc à partir de là, les Polonais savent que les Allemands utilisent cette machine pour le chiffrement. Et c'est un événement important puisque c'est une machine à rotor qui permet un nombre de combinaisons tout à fait imposant. Et depuis l'entre-deux-guerres, les services aussi bien français que britanniques ont un peu l'impression qu'ils n'arriveront jamais à décrypter les messages de cette machine et que la seule issue, ce sera l'espionnage, mais pas le décryptement.
Mais en 1929, un certain Gwido Langer, l'ancien chef de la première division d'infanterie polonaise, prend la tête du bureau du chiffre, Biuro Szyfrów, bureau de renseignement militaire dont le but est de décrypter les communications russes et allemandes. La section allemande du bureau du chiffre, le BS4, est dirigée par le cryptologue Maksymilian Ciężki. Ce dernier a une idée de génie. Il décide de mettre en place à l'université de mathématiques de Poznań, anciennement en zone prussienne, un faux cours de cryptologie dont le but unique est de déceler des talents qui pourraient venir à bout de la machine Enigma. C'est à l'occasion de cette formation que se distinguent Henryk Zygalski, Jerzy Różycki et Marian Rejewski. Et à partir de là, ils vont travailler au palais de Saxe, où se trouve le BS4, donc le service du chiffre réservé à la section germanique, pour faire les décryptements de la machine Enigma. Un troisième événement important va venir cette fois-ci des services d'espionnage, et plus particulièrement des services français. Pour en parler, je rencontre Jean-Charles Foucrier du service historique de la Défense. Eh bien, au début des années 30, l'armée française s'intéresse aussi à la machine Enigma dont elle a compris l'utilité. Et un officier en particulier s'intéresse de près, c'est le capitaine Gustave Bertrand, le chef de la section D du service de renseignement qui est en charge de la cryptologie. Et au tout début des années 30, il a fait une prise d'un intérêt qu'il suppose remarquable, c'est celle d'un employé allemand du bureau du chiffre, qui s'appelle Hans Thilo Schmidt, dont le nom de code sera haché, qui lui propose de lui remettre des documents importants, bien sûr moyennant finance, et Bertrand donne suite, et en décembre 1931, Haché remet à Bertrand le manuel d'Enigma, le mode de fonctionnement et des exemples de chiffrement. Donc dès 1931, Bertrand dispose de documents qu'il juge décisifs et il va les transmettre aux différents services de cryptologie de l'armée française. Et ces officiers déclarent que les documents de Schmidt n'ont pas un intérêt suffisant pour venir à bout d'Enigma. Bertrand remet alors les mêmes documents au bureau du chiffre britannique, également sans succès. Il s'adresse alors au bureau du chiffre polonais. En décembre 1932, Bertrand communique certains éléments au colonel Gwido Langer, le chef du Biuro Szyfrów, bureau du chiffre polonais. Et ces documents vont finir par atterrir sur le bureau de Rejewski, qui à ce moment-là a été reconnu comme le meilleur des trois décrypteurs polonais. Et là, il y a une petite controverse dans l'historiographie, à savoir est-ce que ces documents ont été décisifs ou pas pour Rejewski. Je pense que c'est très probable. Et le fait est que Rejewski parvient à venir à bout d'Enigma à environ Noël 1932, à la fin de l'année 1932, avec un crayon et un morceau de papier et très certainement les documents de Schmidt. Donc à partir de début 1933, ils sont capables de lire les messages allemands en grande partie. Leur problème, c'est que pour faire ça, ils dépendent complètement des documents fournis par les Français et par leur espion. Comme ils sont méfiants, ils ont envie d'essayer de trouver une façon d'obtenir ces mêmes indications sans recourir à ces documents-là. Rejewski et ses deux collègues développent ensuite des techniques pour le décryptage des messages Enigma. Parmi ses contributions, il élabore le catalogue de cartes cryptologiques à l'aide du cyclomètre qu'il a inventé et la bombe cryptologique. Feuille de Zygalski. La méthode des feuilles de Zygalski est une technique cryptologique utilisée par le bureau Szyfrów polonais avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces innovations vont permettre de venir à bout d'Enigma de manière presque industrielle, rationalisée, pendant presque jusqu'à la fin des années 30, avec des taux de réussite de 3/4 de décryptage des chiffres de l'armée allemande. Il va y avoir une modification dans le code en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Eh bien, lorsque on arrive à la fin des années 30, lorsque la probabilité d'un conflit devient évidente, les Allemands vont commencer à durcir leur méthode de chiffrage. Ils vont introduire des procédés de chiffrement de plus en plus complexes qui vont démultiplier les probabilités de solution de la machine Enigma. Donc si on utilise les feuilles de Zygalski, il en faut 10 fois plus, c'est-à-dire non pas 156, mais 1560.
Et si on utilise les bombes, il n'en faut pas 6, il en faut 60. Et ça dépasse complètement les moyens des Polonais. Donc ils vont se tourner vers leurs alliés. Partage avec les alliés français et britanniques. Les premières rencontres tripartites ont lieu à Paris les 9 et 10 janvier 1939 et elles sont décevantes. On convient de partager tous les progrès du décryptage, mais du côté français et anglais, il y en a peu, et les Polonais ont l'ordre de ne rien divulguer. Mais au vu de la gravité des messages interceptés par les Polonais, une nouvelle rencontre a lieu les 24 et 25 juillet 1939 dans les alentours de Varsovie, à Piry, où le bureau du chiffre polonais est désormais installé. Pour m'en parler, je rencontre le cryptologue polonais Marek Grajek. Tutaj mamy nazwiska całej trójki kryptologów, tak? Wszyscy z hoteli, w których zostali rozlokowani, zjechali się właśnie tutaj, w Lesie Pyrskim, w kompleksie budynków za moimi plecami. I tam rozpoczęła się konferencja. Konferencja przyniosła bardzo wiele zaskoczeń, dlatego że Polacy nie bawili się tym razem w subtelności, tylko zademonstrowali swoim gościom właściwie całość swojej wiedzy. Zademonstrowali po pierwsze zrekonstruowaną niemiecką Enigmę, wersję maszyny wykonaną w Polsce na podstawie teoretycznej rekonstrukcji tej maszyny dokonanej przez Mariana Rejewskiego. Les révélations des Polonais épatent Gustave Bertrand. Mais les Anglais, eux, représentés par Dillinox, sont sceptiques. Par frustration ou fierté personnelle, ils pensent que ce n'est pas possible, qu'ils avaient un espion, les Polonais, en Allemagne. Et enfin, cette réaction passe très vite, puisqu'ils reconnaissent vite le mérite des mathématiciens polonais. Ils saluent leur succès. Na szczęście drugi dzień konferencji w Pyrach przebiegł już bez poważniejszych zakłóceń. Ustalono, co poszczególne kraje mają do zrobienia. Uznano, że Brytyjczycy postarają się zrobić to, co leżało poza możliwościami technicznymi Polaków, czyli postarają się na przykład wykonać tak zwane płachty Zygalskiego, których Polacy zdążyli przed wojną wykonać tylko 2 z koniecznych 60 kompletów. Że Francuzi mają skupić swoją uwagę na wykorzystaniu możliwości swojego niemieckiego agenta i wyciągnąć od niego możliwie dużo informacji, a Polacy pozostaną przy tym, co wychodziło im najlepiej, czyli przy teoretycznych, czysto matematycznych badaniach nad szyfrem Enigmy. Un cryptanalyste qui s'appelle Gordon Welshman, qui était très important à Bletchley Park, presque aussi important que Alan Turing, a dit de cette transmission des Polonais que c'était un inestimable cadeau, que sans cette connaissance, ils auraient perdu plus de 6 mois au début de la guerre. Le bureau du chiffre polonais pendant la guerre. Après l'invasion allemande, dès le 5 septembre 1939, le bureau du chiffre est évacué de Varsovie et les documents secrets sont brûlés. Dans la nuit du 17 septembre, le premier groupe de décrypteurs atteint la frontière roumaine. Ils prennent un train pour Bucarest. Donc c'est un premier long exil rocambolesque qui est finalement Bertrand est informé par l'ambassade française en Roumanie que les mathématiciens polonais sont là-bas. Il obtient les visas pour les rapatrier. Et à la fin de l'année 1939, au début de 1940, les mathématiciens polonais se trouvent intégrés à l'armée française dans ce qu'on appelle le PC Bruno, proche de Paris, où ils opèrent cette fois-ci au sein des services de renseignement français. Et ils recommencent à décrypter Enigma, notamment avec l'aide d'Alan Turing au début de 1940. Ils fournissent des renseignements pour la campagne de Norvège notamment et aussi pour la bataille de France, mais qui sont mal exploités par l'état-major français, qui d'une part est méfiant face aux nouvelles technologies, et d'autre part l'invasion allemande à l'ouest se déroule très rapidement, ils n'ont pas le temps de faire face, même de prendre en compte les renseignements. Ce qui fait que dès le mois de juin 1940, les Polonais enchaînent avec leur deuxième exil. À partir de la défaite, ils vont être évacués dans le sud de la France, près d'Uzès, au château de Fouz, où ils vont travailler jusqu'en novembre 1942. C'est lors d'une traversée entre la France et l'Algérie, où Gustave Bertrand avait ouvert une autre antenne, que Jiří Rožický perd la vie dans le naufrage du paquebot français La Mauricière en Méditerranée, le 9 janvier 1942. En novembre 1942, lorsque les Allemands envahissent la zone sud,
Il y a le 3e exil des Polonais qui, cette fois-ci, se passe mal, puisqu'ils n'ont pas le temps de quitter la France avant l'arrivée des troupes allemandes, et ils sont contraints de passer dans la clandestinité. Et là, ça se passe difficilement, parce que la liaison avec la résistance est mal établie. Alors, c'est toute une aventure cambolesque, mais il y a des trahisons, il y a des passeurs qui les dénoncent à la Gestapo. Bref, une partie de l'équipe polonaise, dont le major Langer et son adjoint Tchonski, sont capturés, et ils finissent la guerre en camp de concentration. Et une autre partie qui parvient difficilement à passer les Pyrénées, donc avec Zygalski et Rejewski, qui ensuite passent en Espagne. Enfin, leur périple est très long avant finalement de rejoindre l'Angleterre. Et là, ils vont travailler dans un service du chiffre, mais pas du tout avec Bletchley Park, mais dans le cadre de l'armée polonaise libre. En 1943, les acteurs du décryptage britannique ont changé. Dilly Knox meurt en 1943, il était très malade d'un cancer. Turing a aussi, à cause de ses extravagances, un peu été mis sur la touche, et il part en mission aux États-Unis. Le chef de Bletchley Park, Denniston, a été écarté. C'est son adjoint Travis qui, lui, connaît mal les Polonais. Bref, ils n'ont plus d'interlocuteur à Bletchley Park. Et par ailleurs, on n'a pas besoin d'eux. C'est-à-dire Bletchley Park fonctionne très bien, avec des génies britanniques, du matériel, des bombes, qui sont beaucoup plus sophistiqués que la bombe de Rejewski, ce qui fait qu'ils sont intégrés au sein d'un bataillon de radio du major Lisicki à Stanmore, donc proche de Londres, où ils décryptent des codes secondaires. Et il y a une comparaison qui a été faite, c'est un peu comme mettre des chevaux de course à un attelage pour labourer un champ. Après la Seconde Guerre mondiale, Zygalski reste en Grande-Bretagne, professeur de mathématiques à l'université de Surrey. Et il va mourir en Angleterre, à Plymouth, en 1978. Après la guerre, Rejewski retrouve sa famille en Pologne et travaille comme comptable. Pendant 2 décennies, il garde le silence sur ses travaux cryptologiques pour éviter d'attirer l'attention du gouvernement du pays dominé par l'URSS sur des actions réalisées pour des puissances occidentales. Il rompt le silence en 1967 en fournissant à l'Institut d'histoire militaire de Pologne ses mémoires sur ses travaux au Białogrzechów. Il est enterré avec les honneurs militaires au cimetière militaire de Powązki à Varsovie. Alan Turing, dont le génie est associé au décryptage de la machine Enigma, a été mis en lumière par le film Imitation Game, au détriment des 3 mathématiciens polonais et de leurs travaux, qui sont eux restés dans l'ombre. Alors c'est sûr que les travaux des Polonais ont été déterminants, ils ont influencé les travaux des Britanniques, mais encore une fois, il y avait un tel secret, une telle étanchéité dans les relations, que la plupart des décrypteurs britanniques n'avaient aucune connaissance, à part Alan Turing et Dilly Knox, du rôle des Polonais. Par exemple, Gordon Welshman, qui est très peu connu, il a appris l'existence des Polonais après la guerre, alors que c'est lui l'architecte de Bletchley Park. Pour ce qui concerne la bombe de Rejewski, c'est vrai qu'on a souvent fait le parallèle avec la bombe de Turing, mais pour le coup, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. La bombe de Rejewski était une invention brillante, bien entendu, mais la bombe de Turing est quand même d'un niveau supérieur. À Bletchley Park, à la fin de la guerre, il y a 12 000 personnes qui travaillent. Que ce soit chez les Polonais ou chez les Anglais, c'est à chaque fois un travail collectif qui est mené chez les Polonais de manière artisanale, on peut dire, et chez les Anglais de manière industrielle. D'ailleurs, si vous visitez Bletchley Park aujourd'hui, on vous dit que c'était a factory of numbers. The way I see it is that it's about the value of international cooperation. And if you think about it, there is no way that Poland could have won World War II on its own, but there's probably no way that Britain would have survived in 1940, 1941 without that Polish contribution, which essentially kept the flame alive until the war got very much bigger in 1941 with the entry of Russia and the United States later that year. And so the way I see it is that if you don't tell the Polish part of the story, it's not just that you're missing out on some of the fun and exciting and interesting parts of the story about Enigma, but you're probably forgetting that World War II was all about alliances and it was all about international cooperation,
And I think the Enigma story is just a microcosm of that international cooperation, but it's an important one. Pour ma part, ma mission se termine ici, à Poznań, là où en quelque sorte tout a commencé. La ville leur a rendu hommage avec ce monument, et plus récemment, au travers d'une exposition qui leur est consacrée. L'autre soir, alors que j'étais à deux doigts de résoudre une énigme, je reçus un appel étrange.